Bonjour à tous, j'ai pu l'annoncer sur ma page Facebook il y a quelques jours. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être accueilli par Gilles Grimm. Donc, certains d'entre vous le connaissent. Donc, c'est un des plus grands investisseurs immobiliers de France avec plusieurs centaines de biens à son actif aujourd'hui. Voilà, on va peut-être te laisser brièvement te présenter, puis on prendra ensuite les questions qui ont été laissées par toutes les personnes sur ma page Facebook pour pouvoir un petit peu interagir avec toi. Avec plaisir. Écoute. Bien écoute, pour me présenter, c'est très simple. Je suis quelqu'un qui, contrairement à toi, a commencé très tard dans l'immobilier, à l'âge de 33 ans et demi. Effectivement. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est plus jeune, tout est permis aujourd'hui, surtout avec les taux actuels. Donc j'ai commencé à tâtons, naturellement, pour me loger déjà moi-même. Et pour faire un petit investissement, je ne savais pas moi-même que j'allais arriver à ce niveau, Ouais. car il y a une règle quelque part, c'est que quand on a la tête dans le guidon, on ne fait pas attention, on avance, on avance, on avance. Et donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Je suis passé de 1, 2, 3 appartements, 4, 5, 6, j'étais ravi, j'étais content. Oui, 7, je 8, je comprends. pensais être arrivé au bout. Et puis le challenge. D'accord. Le challenge, tout à Ok. coup. Le challenge, c'est 10. Et après le challenge, c'est 15. Puis on se dit, ah, puisque j'ai été capable, allez, pourquoi pas 20. Ouais. Et après on arrête de compter, puis on s'aperçoit qu'on en a 50. Et là on est content. On se dit, quand Bien même, sûr. mais on souffre. Parce qu'à 50, on mange encore du sandwich. Entre les frais, on a des sueurs froides également. Ouais. Alors on se dit, maintenant, il faut arbitrer et mutualiser le risque. Il n'y a qu'une seule chose, c'est en racheter encore plus. D'accord. Pour pouvoir donc faire en sorte que l'un compense l'autre. C'est ce que j'ai fait, et en fait, sans m'en apercevoir, petit à petit, mais avec un savoir-faire qui se développait au fur et à mesure, j'avais de plus en plus de facilité, et en fait, quelque part, je devais avoir un petit peu ça dans le sang, quoi. Donc en fait, contrairement aux personnes qui nous regardent, contrairement peut-être à moi aussi, quand tu as commencé, en fait, tu t'es juste lancé pour te loger, puis petit à petit, ça s'est fait. Pour arriver maintenant à ce patrimoine extraordinaire. Et il y a une question qui a été posée par une des personnes sur la page Facebook et de savoir quelles ont été les principales étapes pour passer de zéro à plusieurs centaines d'appartements. Donc bon, tu viens de nous dire à l'instant, voilà, se loger, enchaîner quelques appartements, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut comme ça démultiplier? Si tu pouvais nous dire voilà les étapes, le premier appartement, puis éventuellement jusqu'aux 10 premiers appartements, et ainsi de suite. Quelles ont été les étapes pour toi? J'ai bien compris. La première étape, il faut avoir faim. Ouais. Ça, c'est clair. Si quelqu'un gagne déjà, genre, je parle de chiffres, c'est plus simple, c'est plus imagé, Pourquoi hein, pas? 10 000 euros par mois en travaillant, il n'aura pas spécialement Il envie. n'aura pas assez faim, lui. Il n'a pas faim, il mange tous les jours, tout va bien. Moi, j'avais faim parce que je me retrouvais avec une retraite de 650 euros par mois, même pas de quoi me loger. Alors, retraite, Je il n'ai faut préciser pas le la choix. retraite, parce qu'il y a des gens qui ne La savent pas. retraite Tu étais militaire. pompier, voilà. Voilà où je suis resté donc pendant 16 ans sapeur-pompier à Paris. Donc j'étais militaire et j'avais une retraite en finale de 650 euros par mois. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et avant avec 650 euros par mois, franchement? On trouve un deuxième job. On n'est Surtout pas à la quand, retraite. surtout quand on veut rester à Paris, parce que moi j'aime bien Paris. Ouais. Paris, pour moi, c'était culturel. J'adorais faire les musées, j'adore la culture. Voilà, j'avais des amis, etc. C'est à peine le prix d'un loyer, quoi, d'un appartement convenable. Donc, eh bien là, il faut réfléchir et j'ai mis en place carrément un programme d'investissement. Ok. Et ce programme d'investissement a été basé sur une chose simple, sur le logement. Immobilier. Et Immobilier. précisément le logement. Le logement. Donc, après avoir pris quelques renseignements à droite à gauche et à glaner donc plusieurs agences immobilières, j'en ai conclu que l'idéal, c'était d'acquérir des logements à crédit à 100%, Ouais. dont le remboursement serait inférieur au loyer et que les surfaces seraient entre 14 et 18, 20 mètres carrés, pas plus. Parce qu'on va en parler, une de tes spécificités, c'est que tu as gardé un cap bien précis, tu as décidé d'investir uniquement dans de toutes petites surfaces et tu as continué, dupliqué, démultiplié, si j'ai Absolument. bien compris. Je suis parti d'un principe qui est simple.
Il vaut mieux être grand chez les petits Mhm. que petit chez les grands. Je comprends. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Comme j'étais petit, je me dis je reste petit, mais je vais grandir chez les petits. Donc c'est ce que j'ai fait en permanence. Du fait, j'achetais des choses qui étaient à un prix qui me semblait pour moi abordable et qui semblait aussi abordable à un banquier et qui semblait donc totalement cohérent avec mon mode de vie. D'accord. Et je reste encore de ce même système actuellement. Je n'ai pas du tout changé. Donc ça, si je comprends bien, c'est ce qui fait que tu es différent un petit peu des autres investisseurs. Parce que très souvent, on entend des investisseurs qui sont un peu éclatés en quelque sorte. Ils vont investir un petit peu dans le logement, un petit peu dans les murs de commerce et encore dans d'autres types d'investissement. Toi, tu t'es concentré vraiment sur un type. Je me suis, chacun sa route. Ouais. Moi, je me suis concentré dans quelque chose qui était compréhensible pour moi et que j'avais appris à connaître. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre de risques. Je ne vais pas jouer au casino. Les gens ne vont pas te croire. Je ne vais pas jouer au casino, par exemple. Ouais. Ou si je rentre dans un casino, ça m'est arrivé actuellement, c'est avec 50 € et pas plus. Et j'en ressors avec, si possible, mes 50 €. D'accord. Voilà. Je ne prends pas de risques, je ne sais pas prendre de risques. Dans mon ancien métier qui était sapeur-pompier, où donc dans cette unité où nous avons un emblème qui dit sauver ou périr peut-être, mais avec un minimum de risque et sauver un maximum. Donc tout est calculé et je suis parti de ce principe, je calcule et j'essaye de ne pas prendre de risques. Alors c'est sûr, pour certains, investir dans l'immobilier, avoir des crédits, avoir des locataires qui payent, c'est quelque chose de risqué pour certains. C'est risqué. Mais pour moi, ce n'était pas risqué parce que j'allais sur le terrain moi-même, Ouais. le soir, j'allais frapper aux portes pour me faire payer. Des locataires vont se reconnaître là, actuellement. Bonjour. Bonjour. Et donc, je leur disais la chose suivante, Monsieur Grimm n'est pas un banquier, je n'ai pas à vous avancer de l'argent, il faut me payer. Donc, je leur laissais naturellement un délai. Mais en règle générale, on va dire à 90%, les locataires me payaient. Ils avaient bien compris le système. Bien sûr. Ok. Bon. Et pour revenir à ces différentes étapes, donc bon, dans un premier temps, tu as acheté des appartements. Jusqu'à quand tu as acheté des appartements individuels? Quand est-ce que tu es passé aux immeubles? Parce que c'est important les changements d'échelle en quelque sorte. Moi, à titre personnel, comme tu le sais, on a pu en parler brièvement, j'ai commencé par acheter un garage. Un garage, c'est quelque chose de tout petit, puis quelques autres garages, puis des appartements. Et là, je suis en train de voir plus gros, je veux passer aussi à l'immeuble. Donc, tout investisseur, à un moment, se pose la question de quand est-ce qu'il va changer d'échelle. Et c'est un moment qui est très délicat, parce qu'on part de quelque chose que l'on connaît vers un inconnu, voilà, vers quelque chose de nouveau qui est plus compliqué, où il y a plus de sommes d'argent à gérer. Voilà, donc toi, quand est-ce que tu es passé de l'appartement diffus à l'immeuble et qu'est-ce que ça a changé pour toi? Comment tu t'y es préparé? Je comprends bien ton interrogation. Numéro 1, pour passer à la vitesse supérieure, il faut déjà avoir une certaine notion de l'expérience. C'est-à-dire avoir un peu mangé de vache enragée, Ouais, avoir eu tous les problèmes qui peuvent exister dans l'immobilier ok. pour pouvoir éviter ensuite les écueils. Donc avoir un vécu, vivre à petite échelle les Absolument. éventuels soucis. Il ne faut pas espérer acheter des immeubles au bout du 3e studio. Non, 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 non. Ok. Pour acheter un immeuble, il faut être beaucoup plus libre au niveau du temps. Donc à ce moment-là, il va falloir déléguer sa propre gestion de ces petits lots envers un professionnel de la gestion pour pouvoir être totalement libre. Pourquoi? Parce qu'un achat d'immeuble, ce n'est pas un achat d'un studio, c'est un achat de 10, 15, 20 studios dans le même immeuble. Un achat d'immeuble, c'est connaître la structure des façades, c'est connaître s'il y a des fissures verticales ou horizontales, à quoi elles correspondent. S'il y a une rupture de plancher, c'est savoir comment la récupérer, comment la réparer. C'est savoir si on peut également améliorer cet immeuble en prenant par exemple les combles et en faire des appartements en plus, voire des caves pour en faire des souplexes. Et quel est le prix des travaux? Tout ça, ça ne s'acquiert pas le premier jour. Non, d'accord. Ça s'acquiert au fur et à mesure. C'est un travail de fourmi, en fait. Mais ce travail de fourmi peut être rapide. Tout dépend comment on perçoit les choses. Hein.
Et donc, moi, je pense qu'au bout d'une 20 ou 30 appartements, on peut commencer à déléguer, on peut commencer à penser, Toi, c'est ce que tu as fait en tout oui, cas. à acheter un immeuble avec une vingtaine d'unités. Alors, l'immeuble a ceci d'intéressant, c'est que en règle générale, on l'achète un petit peu moins cher que plusieurs unités les unes après les autres. Les frais de notaire donc, sont plus réduits et également les travaux. C'est beaucoup plus simple d'amener 20 kitchenettes en même temps, 50 mètres carrés de carrelage, de la toile de verre et tout au même endroit, Ouais. en un seul voyage et avoir des équipes qui travaillent dessus et donc des entreprises qui vont faire un prix au moins 20% moins cher du coup, parce qu'ils restent sur place et ils ont un chiffre d'affaires qui est beaucoup plus important et on y gagne à tous les coups, un petit peu plus. Toujours, mais il faut savoir qu'il y a des imprévus dans un immeuble. Et ça, il faut être capable de le déterminer lors de la première et la deuxième visite. Toujours 2 visites pour un immeuble. D'accord. De visites complètes, accompagnées peut-être de professionnels même parfois. La deuxième visite, oui, Ouais. accompagnée de plusieurs entreprises à intervalles réguliers pour pouvoir faire des devis comparatifs. Ok, très bien. Et par rapport à ce changement d'échelle, alors je te pose la question à titre personnel parce que c'est quelque chose que j'envisage, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui nous regardent, par rapport au fait donc d'investir dans des petites surfaces, par exemple de plus ou moins 20 mètres carrés. Moi, une chose que j'envisage, c'est d'acheter un immeuble en totalité et de créer une nouvelle copropriété, donc en découpant et en faisant que des immeubles de 20 mètres carrés. Donc, par exemple, récupérer actuellement un immeuble où à chaque étage, il va avoir un appartement de 100 mètres carrés et tout redécouper intégralement et faire en sorte que ce soit que des studios de 20 mètres carrés. Donc, ça permettrait d'avoir une totale liberté. Parce que si jamais demain j'achète un plateau par exemple de 100 mètres carrés et que je souhaite le découper en studio, je vais être embêté. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour avoir des immeubles où il n'y avait que des studios? Tu les as achetés déjà comme ça ou tu as vraiment redécoupé des immeubles Je entiers? comprends. Alors, moi, j'ai fait une autre option. Ouais. J'ai investi dans Paris. Mhm. Dans Paris, il y a 76 000 immeubles, donc il y a quoi faire et de visiter. Ouais. J'ai fait en sorte de n'investir que dans des immeubles qui avaient des petites surfaces. Donc tu as refusé en quelque sorte qu'il y ait un budget travaux, qu'il y ait toute cette Pas du tout. quoi, Je n'ai rien refusé du tout. Non. Le problème des grandes surfaces, c'est que si tu divises, Romain, 100 mètres carrés en 5 appartements de 20 mètres carrés, Ouais, il va falloir faire 5 évacuations bien sûr. différentes. Avec donc une pente pour les évacuations qui est de 5 à C'est 7%. complexe. C'est très complexe. On est d'accord. Si l'existant est déjà présent, c'est beaucoup moins casse-tête. Ouais. Et le fait de faire ces 5 évacuations en 100 mm, qui est obligatoire, de faire ces fenêtres peut-être complémentaires qu'il va falloir faire avec des IPN, de faire des percées avec des portes également différentes et des couloirs qui vont te manger beaucoup de mètres carrés, fait que, en finale, on est beaucoup plus bénéficiaire d'investir dans un immeuble à petite surface qu'à grande Existant, surface. voilà. Voilà, alors ça existe parce que au 19e siècle, il y a eu ce qu'on appelle les immeubles locatifs, déjà sous Napoléon Ier. Sous l'Empire, c'était parti, on faisait de l'immeuble locatif Déjà avec un objectif avec de des louer. petites surfaces. Et on les retrouve aujourd'hui, ces petites surfaces, dans les hôtels dits préfectures, par exemple. D'accord. Ce sont des hôtels 1 étoile, 0 étoile, préfecture, avec des escaliers de service, où il y a des petites chambres de 9 à 14, 15 mètres carrés. Je ne dis pas qu'il faut acheter des hôtels préfecture, Ouais. mais on le trouve également dans les immeubles d'habitation. On trouve assez couramment des 15, 20, 25 mètres carrés dans ces immeubles. Ok. Donc, c'est possible de les chercher, c'est possible de les trouver, seulement il faut se lever tôt le matin. Ouais. Donc je pense qu'on a bien compris, on va dire, l'immobilier Gilles Grimm en quelque sorte. Donc des petites surfaces dans des immeubles déjà existants, avec peu de travaux finalement. Voilà vraiment un cap que tu as gardé toute ta Des vie. travaux absolument normaux, on casse tout, on fait tout, Ouais. mais des travaux faisables. C'est tout, des Ouais. travaux qui seront finis et dans les normes. C'est important. Bien sûr. C'est-à-dire que je ne me suis jamais aventuré dans des systèmes dont je ne pouvais pas connaître la finalité.
Ouais, tu voulais avoir la certitude que ça aille au bout et minimiser le risque. C'est de ça que tu parlais. C'est totalement ça. Je contrôle la situation de A à Z. D'accord, ok. Alors bon, avant de A à Z, il y a le banquier, hein. Ça c'est quelque chose qui pose beaucoup de Le problèmes. banquier. Et on a eu pas mal de questions sur la page Facebook Adieu Patron, qui tournaient autour de la banque. Grosso modo, comment on fait pour pas être bloqué quand on veut acheter plusieurs appartements, voire des immeubles? Qu'est-ce qu'on fait des 33%? Quelle relation il faut avoir avec les banques? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et c'est compréhensible, ça peut être des fois difficile d'obtenir les financements. Donc, toi, déjà, quel type de relation avec les banquiers, avec les banques, quel type de relation tu as eu et comment tu as fait en sorte qu'on te prête la première fois et puis année après année? Je comprends. Moi, j'ai mis tout un système en place qui est l'inverse de ce que tu viens de me dire. C'est la relation du banquier envers moi. Ouais, C'est comment lui me perçoit. d'accord, très bien. Donc, pour ce faire, je préconise à chacun d'ouvrir dans son compte en banque un plan épargne logement, un compte épargne logement, un code débit, un livret de caisse d'épargne, prendre son assurance dans cette banque également, même prendre son téléphone portable. D'accord, charger la mule dans une banque. C'est-à-dire prendre tous les services qu'une banque peut offrir, car la banque a des objectifs. Ouais. Si tu vas dans le sens des objectifs de la banque, tu as beaucoup plus de chances que la banque t'accepte un crédit Ouais. en mettant de côté le scoring. Qu'est-ce que c'est que le scoring? Alors ça, le scoring, c'est important. Avant, ça n'existait pas. Naturellement, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur. Le scoring, on rentre dans la machine vos coordonnées, nom, prénom, date de naissance. Important la date de naissance aussi. Si vous avez 75 ans, vous ne pouvez pas investir sur 25 ans. Hein. Et on rentre vos revenus, ainsi que vos dépenses. Une fois que tout est rentré, sans prise de risque, on appuie, le banquier Boum. appuie sur un bouton. Là, zone verte, zone rouge. Zone verte, vous êtes dans les clous. Zone rouge, au revoir monsieur. Revenez une prochaine fois. Ce n'est plus adieu patron. Ouais, c'est au revoir monsieur. Au revoir monsieur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, il y a quand même des possibilités. Il faut savoir que dans chaque banque, un directeur de banque a ce que l'on appelle une délégation de pouvoir. Il peut, lui, aussi observer une faisabilité sur un projet, la personnalité de la personne, et dire, ok, il prend le risque, mais c'est le patron de la banque, il prend le risque. Un risque calculé pour lui, parce qu'il connaît son client depuis longtemps, il sait qu'il ne gagne pas trop, mais il sait que le gars sera honnête, qu'il va aller au bout, etc. Il faut savoir également que dans les comptes pris par la banque, les loyers viennent s'ajouter. Exemple, vous gagnez 1 500 € par mois. Vous achetez 2 studios. Vous allez donc emprunter 200 000. Impossible, normalement. Mais 200 000 à Paris, hein, selon à Paris, où on est, à Paris. on peut peut-être pour 200 000 s'acheter 4 studios. Mais Absolument. à Paris, 200 000, ouais. Mais je parle de Paris. Ouais. C'est plus simple pour moi. Donc, vous allez avoir 1 000 € de loyer. 500 €. Je fais par Sans 2. problème à Paris, c'est vrai. Donc, vous ne gagnez pas 1 500 € par mois. Eh non. Vous gagnez 2 500 € par mois. Donc, la banque va prendre en compte également ça, en plus. Donc ça vient entrer donc dans ta Dans le capacité calcul à du t'endetter, banquier, voilà. et qui ne tente rien à rien. Donc, il faut déposer plusieurs dossiers auprès de plusieurs banques, parce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est que les banques courtisent les nouveaux clients, et si vous êtes un nouveau client avec une délégation de revenus, etc., vous aurez beaucoup plus de chances d'être accepté par cette nouvelle banque que votre propre banque peut-être. Ok. Alors bon, on démarre, on achète par exemple 2 studios, on s'endette, on crée de nouveaux revenus grâce à ça. On fait en sorte évidemment de prendre des appartements qui permettent d'avoir des revenus bien supérieurs à la mensualité de la banque. Sinon, ça va bloquer, c'est certain, mais bon, il faut le répéter quand même, c'est le minimum. Donc on commence comme ça, on fait 1, 2, 3 studios. Mais il arrive un moment
Et on s'aperçoit souvent que c'est autour de 6 appartements, alors je ne sais pas pourquoi, où ça bloque. Très souvent, le banquier va nous dire, monsieur, vous avez des encours qui sont un peu importants. Voilà, ce type d'arguments qui vont arriver. Est-ce que ça t'est arrivé? Comment tu as dépassé ça? Qu'est-ce que... Absolument. Alors il faut voir pourquoi ça bloque. Mhm. Ça bloque parce que tu as eu un refus. Ou deux. Une personne a refusé, oui, Ou par deux. exemple. Voilà. Ça bloque donc parce que toi, tu n'as plus confiance en toi. C'est pas préparé. Non, c'est pas grave. C'est normal qu'il y ait des refus. Il faut s'y préparer. Par contre, il faut à 100% toujours avoir confiance en soi et toujours avoir confiance au projet que l'on met en place pour aller le proposer à d'autres organismes bancaires. Ce n'est pas les banques qui manquent en France. Il y a possibilité de toucher le cœur d'un banquier Ouais. et de rebondir très rapidement. Alors c'est vrai que ça c'est une partie du problème. Bon, je l'explique dans mon livre. Ce qui fait que j'ai réussi en partie, c'est que j'ai décidé d'investir jusqu'à ce qu'on me dise un non définitif. Et il n'est jamais arrivé ce non définitif. C'est-à-dire en allant voir différentes banques, il y en a toujours une qui a dit oui. Et ça c'est quand même assez important. Se contenter d'un non, deux non ou trois non. Bon, c'est pas comme ça en bloquant au bout de quelques refus, parce que je suppose des refus, tu as dû en avoir peut-être des dizaines au final, à force d'avoir investi. Bloquer au premier refus, ou même au deuxième, au troisième, moi j'ai des gens qui m'écrivent, qui m'expliquent qu'ils ont dû solliciter 20 banques avant de pouvoir obtenir leur crédit. Mais ils l'ont obtenu. Il y a une raison pour ça. Dossier mal monté. Il ne faut pas voir le problème. Le problème n'existe pas. Il faut voir la solution. Il faut positiver tout le temps. Et si le dossier est mal montré, ça ne passe pas. C'est très simple. Un banquier, qu'est-ce qu'il veut? Lui, c'est un dossier simple, précis, concis, avec une lecture rapide, où il y ait une image, et une fois qu'il l'a lu, avec cette image, il peut prendre sa décision, qui n'est pas ni oui ni non, qui est oui ou non. Donc, il ne faut pas l'embrouiller. Ouais. Tout le système est là, dans la lecture d'un dossier de présentation. Donc simplifier pour qu'ils comprennent rapidement la situation. En 5 minutes, il doit avoir tout compris. Ouais. Donc pas de dossier complexe. Pas du tout. Précis, Ouais. complet, avec des couleurs, avec de belles photos de l'immeuble ou de studio, devis, rénovation, temps de réalisation. Ok. D'accord. Donc vraiment se présenter sous son meilleur jour et surtout en argumentant sur la qualité du projet et sur nos réelles capacités à le mener à terme. Ainsi que l'emplacement. Ainsi que l'emplacement. On vend souvent dans une banque également l'emplacement. Imagine, je reparle de Paris, que ton appartement que tu as trouvé se trouve à 50 mètres d'un métro, à 10 mètres d'un supermarché, où l'autobus s'arrête devant pratiquement. On est sûr de trouver un locataire demain matin. C'est sûr. Donc, ne pas oublier d'aller voir une agence immobilière et de faire également une estimation locative du bien. En plus, chose que ne pensent jamais les gens. À joindre au dossier. Moi, mon appartement, monsieur le banquier, il va être loué 550 euros. Non, on ne parle pas comme ça. Ouais. Je dis, mon Papier. appartement sera loué par telle agence, 550 euros. Voici, j'ai un certificat locatif. Et je prends également avec l'agence une assurance loyer impayé ainsi qu'une assurance vacances locatives. Si le locataire ne paye pas, je suis quand même payé. Et s'il n'y a personne dedans, je suis aussi payé par l'assurance. Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc ça c'est ce que tu as fait toi. Donc Bien vraiment sûr, certifier à la banque que les fonds vont tomber tous les mois. ce qui intéresse une banque, s'il prête de l'argent, c'est d'être remboursé. On est d'accord? Nous, ce qui nous intéresse quand on achète, c'est d'avoir un locataire qui paye son loyer. On est d'accord. L'incident peut arriver à ce moment-là. Pour éviter l'incident, il existe des assurances, on les prend. Et là, c'est bonus gagnant à 100%, Romain. Ok. Donc ça c'est une des méthodes, on va dire, que tu as utilisées pour obtenir plus facilement tes prêts bancaires.
Ah, totalement, en permanence. Ouais. Ok. Depuis le début? Ah bah oui, Depuis le début. c'est ce que j'ai cogité tout de suite. D'accord. Sécurité, sécurité, sécurité. Ok. Sécurité égale efficacité. Et dans tes emprunts, tu as eu tendance à payer les frais de notaire, devoir faire des apports, ou est-ce que finalement ça n'a jamais été le cas, ou est-ce qu'il y a eu plusieurs étapes? Il y a beaucoup de personnes qui expliquent qu'au début ils ont dû payer les frais de notaire, puis après ils ont réussi à se faire financer à 110%. Toi, comment ça s'est passé à ce Oh, niveau-là? moi, à ce moment-là, j'ai été beaucoup plus malin. Ah, bon, J'ai fait faire des compromis de vente avec acte en main, ouais, d'accord, ce qui me permettait d'avoir les frais de notaire incorporés dans le prix d'achat global. d'accord. Le banquier voit ça, il n'y a pas de souci, c'est le prix global, je mets de ma poche, je ne mets pas de ma poche, et il prêtait en pensant que moi je payais les frais de notaire, qu'ils étaient inclus dans le Ouais. prix d'achat. Donc ça, tu l'as fait systématiquement. Systématiquement, on Ok. va dire à 90%. Et ça, c'est une de mes techniques. Bien Je ne vais sûr. pas toutes les Ben, dévoiler, merci mais de la dévoiler. et celle-là est importante car on joue gagnant à 98%. D'accord. Ça fait gagner tout de suite 10 000 euros. Ouais. Donc quand tu en achètes les 2 années. ou 3 par mois, 30 000 euros de gain par mois, je prends. Ok, ok. Bon, ben, merci de nous avoir dévoilé cette petite technique en tout cas. On va aborder d'autres sujets parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui ont été posées sur des Je sujets t'écoute. assez variés. Bon, on devait parler un peu de ton immobilier, des banques et des crédits, un peu tout ce qui est changement d'aisselle. Quels sont les déclics? Qu'est-ce qui fait que finalement, tu as acheté quelques appartements au début, puis au final, tu t'es retrouvé avec plusieurs centaines d'appartements. Euh, c'est quoi le déclic en fait, au final? 1, j'avais faim. Mhm. 2, quand on commence, de toute façon, on n'a pas fini. Ça veut dire que le crédit, il est toujours le même pendant 15 ans. Ouais. Le loyer est pratiquement pareil, donc on ne gagne rien. Pendant qu'on ne gagne rien, tant qu'à faire, c'est le challenge. Autant continuer et aller plus loin. Alors, est-ce qu'on gagne rien? Moi, j'aimerais mettre peut-être une petite nuance à ça, parce que bon, toi, de ce que je crois me souvenir, quand tu as emprunté, il y avait des taux d'intérêt qui étaient beaucoup plus élevés. Donc peut-être que tu empruntais Maintenant, même à on 5, gagne. 8%. Avant, on ne gagnait pas. Voilà. Maintenant, ce sera à refaire. Aujourd'hui, je gagne beaucoup Ouais. avec ma même Voilà. technique. Mais avant, moi, je parle pour moi, ce que Oui, tu me bien demandes. sûr. Moi, je ne gagnais rien. Donc, le challenge, c'était de continuer pour mutualiser le risque. D'accord. Donc, la mutualisation C'était de risque se fait par le nombre. C'était une spirale positive en fait. Tu as été C'est emporté. juste pour mutualiser le risque. Ouais. C'était même pas pour gagner. Mais en sachant qu'à la fin, je gagnerais, parce que tout serait payé un jour. Évidemment. À condition que je contrôle cette mutualisation du risque par le biais de pouvoir payer en permanence mes remboursements bancaires et qu'il y ait un loyer qui soit payé de l'autre côté. Ce que je ne contrôle pas, ce sont les charges d'immeubles, les ravalements, une toiture, un feu, une grosse inondation qui peut arriver. Donc c'est pour cette raison-là que quand je faisais un prêt immobilier, je demandais également une franchise de loyer de façon à avoir un an d'avance de trésorerie. Donc d'une année. Ah bah voilà. Ouais. Et là j'étais sauvé. En permanence. Ça c'est la technique Grimm également. Ouais, ça c'est très important. Quand vous allez solliciter votre banquier, ben, vous lui demandez un prêt bancaire pendant le temps, éventuellement, ben, soit pour faire des travaux ou sinon pour parer. Une franchise aux totale. imprévus. Je ne paye rien. Même pas d'intérêt? À la fin, Ouais, ok, très bien. reportable. Ouais, ouais. Donc ça c'est que c'est important, ça va vous générer ben, une année de trésorerie. En fait, ça va surtout vous éviter de la dépenser en fait, hein, cette année de mensualité. Donc ça permet ben, déjà de se sentir Ah, plus faut en pas partir en sécurité. vacances avec. Hein. Et non, mais Sinon, vaut mieux c'est pas. raté. Moi, ce que je faisais systématiquement, je disais au banquier, voilà, je vous demande de bien vouloir, s'il vous plaît, m'octroyer un an de franchise totale. Je vais mettre le locataire en place, il va payer son loyer. En échange de quoi, cet argent-là, les 500 euros par mois, j'ouvre un contrat d'assurance vie chez vous et je les mets dessus. Donc, je me retrouve avec plein de contrats d'assurance vie, avec de l'argent dessus. En cas de pépin, j'avais plus qu'à piocher. D'accord, ok. Et là, ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir dormir. Donc, moi, je pouvais dormir à ce moment-là. Ça c'est important parce que bon, l'immobilier ça permet de gagner de l'argent, mais effectivement, si vous êtes incapable de dormir la nuit parce que vous avez investi dans quelques appartements, c'est peut-être pas pour vous. Donc, ou sinon, c'est peut-être que vous n'avez peut-être pas utilisé les bonnes méthodes, mais il faut pouvoir effectivement dormir la nuit quand on prend en charge en quelque sorte, on va dire, ces risques-là. Totalement. Ça, Et c'est- si tu dors la nuit, tu peux automatiquement te lever tôt le matin et aller recommencer à prospecter et rechercher quelque chose d'autre pour avancer dans ton challenge Ok. en permanence. Moi, je suis un homme de challenge, hein, de toute façon.
Ouais, ouais. Ben, oui, apparemment, parce que pour C'est ce qui passer me plaît. de zéro à plusieurs centaines d'appartements, Eh oui, c'est ce qui c'est me du plaît. challenge parce que, bon, concrètement, beaucoup de personnes ont des rêves en immobilier. Ils souhaitent avoir en gros un revenu de remplacement. En fait, ils souhaitent très souvent s'arrêter de travailler, de devenir rentier. C'est une étape, certains y arrivent, mais peu vont Jusqu'au bout. Mais jusque toi, là. tu as eu quand même le mérite de le faire rapidement. Parce que les taux étaient très bas. Ouais, il y a une Moi, j'ai eu la chance de ne pas le faire rapidement. Ouais, c'était long. Du coup, j'ai eu la niaque et il a fallu que je continue pour pouvoir mutualiser ce fameux risque que j'avais, que toi tu n'as pas, que moi j'avais. Donc du coup, j'ai augmenté la puissance de travail pour augmenter la puissance d'achat. Et ce qui fait que aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus que d'autres du fait que, en fait, l'époque et les taux d'intérêt qui étaient très élevés ont joué pour moi. En fait, je suis tout le temps content. Ouais. Si les taux d'intérêt sont hauts, je gagne parce que par la démultiplication de l'achat, et s'ils sont bas, je gagne parce que j'ai donc un différentiel intéressant. Mais je trouve que c'est vraiment important ce que tu dis là, parce qu'en fait, on entend très souvent dire des gens, par certaines personnes qui disent mais c'était plus facile il y a 10 ans parce que le prix de l'immobilier faisait que monter, ainsi de suite. Mais ce que tu viens de dire en fait, c'est qu'on est contraint par le contexte du moment. Toi, tu as eu ce contexte-là qui était peut-être pas favorable parce qu'il y avait des taux très élevés, mais il y avait un autre avantage qui était celui de l'augmentation des prix de l'immobilier. Et nous, à l'heure actuelle, on a l'avantage énorme de pouvoir emprunter à 1,5%, 1,75%. Du coup, on va investir plutôt dans de la rente. C'est un peu différent. On ne va pas chercher forcément la plus-value parce que les prix sont plutôt hauts par rapport au moment où tu as acheté ça c'est clair. Mais on va peut-être chercher la rente. Et ce qui est important, c'est qu'on n'a pas d'excuses. Il faut absolument prendre en compte l'état, le contexte actuel. Et nous, on a cet avantage-là et il faut qu'on l'utilise. Dans tous les cas de figure, je pense qu'il ne faut jamais perdre son chemin et qu'il faut toujours avancer. Quoi qu'il arrive, peu importe les changements de loi, peu importe les changements de directives gouvernementales, peu importe les changements de présidence. Ouais. Tu es là pour faire des investissements en bon père de famille, pour augmenter ta retraite plus tard, parce que je ne crois pas, moi, que nous aurons une retraite qui sera versée comme ça, comme par magie, par l'État, et à une retraite convenable pour vivre. Non, je pense que la retraite par répartition, c'est quelque chose de bancal, c'est comme mettre un peu un pansement sur une jambe de bois. Ouais, ça marche pas beaucoup. Et non, pas trop. Et je pense qu'il faut vraiment se débrouiller soi-même pour faire déjà, en parallèle, en plus, sa propre retraite. L'immobilier a ceci d'intéressant, c'est qu'on peut faire sa propre retraite en investissant dans l'immobilier. Et la deuxième chose, c'est que quand toi, tu vas mourir un jour, ta retraite, elle meurt avec toi. Mais moi, mon immobilier, il est transmissible à mes enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ou une fondation, ou autre chose, ou une donation. Ça ne repart pas dans les caisses de l'État direct comme ça. Et ce patrimoine existe au sein de la famille. Donc, quand tu crées un investissement immobilier dans le but donc d'améliorer ta qualité de vie, tu crées également une sécurité pour toute ta famille et même les générations à venir. Puis même pour la retraite, moi j'irai plus loin. Bon, on entend souvent, vous l'avez peut-être déjà entendu, en fait la retraite c'est pas une question d'âge. Concrètement, si tu investis rapidement, tu peux être à la retraite à 40 ans, mais il peut y avoir aussi l'inverse. On voit dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis, des gens qui à 70 ans ont une petite retraite, mais qui sont encore obligés de continuer à travailler. Donc la retraite, c'est juste une histoire d'argent en fait, et pas une question de temps ou d'âge. Donc effectivement, il faut absolument se créer un patrimoine. Nous, surtout les gens voilà, qui sont 20 ans maintenant, 30 ans, il va falloir absolument se créer cette retraite. Mais c'est un drame. C'est un drame. Parce qu'aujourd'hui, on travaille jusqu'à 62 ans. Mais quelqu'un qui a 62 ans, et voire peut-être 65, 67 dernièrement, j'ai entendu parler, mais il en a plus derrière que devant à vivre. Ouais. Donc, mais à 65 ans, dans quel état on est physiquement? C'est là où on commence à avoir des maladies, à avoir des douleurs. On profite de quoi? Alors, on profite de plus rien. On se retrouve en retraite, et cette retraite, elle sert à quoi?
à payer le médecin et à payer ses médicaments et aller en maison de retraite plus tard. Non, 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 non. Bon. Vaut mieux investir maintenant et être en retraite à l'âge de 50 ans comme moi j'ai fait et profiter de la vie qui reste devant soi en ayant travaillé peut-être dur, mais profiter en pleine forme. Avec le plaisir que peut offrir toute cette vie qui est quand même magnifique. Oui, Voilà. qui est une vie hors norme, hein, c'est évident. Il faut vivre. Donc, pour vivre, eh bien, ma foi, il faut avoir un peu d'argent et il faut surtout arrêter de travailler ou on continue de travailler, mais dans le plaisir. Ouais, dans une mission de vie, comme on peut dire, quelque chose qui te plaît, quoi. Voilà. Et l'immobilier est job de transmissible. passion, C'est ça qui est intéressant. L'immobilier est transmissible. En plus, donc, c'est générateur en plus de bénéfices, parce que plus on garde de l'immobilier, plus ça augmente. Alors, ça c'est une grande question, jusqu'où va augmenter l'immobilier? Ouais. On dit toujours que les arbres ne montent pas au ciel. Je suis d'accord. Mais si on prend l'échelle des plus-values et des augmentations immobilières depuis le XIe siècle, Ça fait loin. c'est ce que j'ai fait. D'accord. On s'aperçoit que sans discontinuer, à part des périodes révolutionnaires ou de crises majeures, l'immobilier n'a jamais baissé et a toujours augmenté. Donc ça fait quoi? 9 siècles, c'est du solide. Tous les 10 ans, à un certain moment, l'immobilier doublait. C'est quand même pas mal d'avoir un revenu de 3, 4, 5, 6% par an et d'avoir le double tous les 10 ans en plus de son capital. Aucune assurance vie n'offre ça. Aucune. D'accord. Tu mets 100 000 euros sur une assurance vie, tu as 4%, 10 ans plus tard, tu reprends tes 100 000 euros, basta. Là, tu mets 100 000 euros dans de l'immobilier, même si tu le payes comptant, tu as tes 4%, et dans 10 ans, tu peux avoir 200 000. Donc tu as l'évolution. Il n'y a pas photo. Il y a d'un côté le rendement et la valeur de l'actif en lui-même qui Le augmente. beurre et l'argent du beurre. Oh, on peut dire Alors ça comme naturellement, ça. tu vas payer des impôts. Mais aucun problème. Voilà, tu ça, les payes tes ça, impôts. Ça, c'est important. Il y a une question. Tu gagnes. Voilà. Tu payes. Mais les impôts, tout ça, j'aimerais qu'on en parle vraiment. Alors, je ne sais plus quelle a été la question qui a été posée précisément, mais ça devrait être un truc du genre comment vas-tu faire pour ne pas te faire taillader par les impôts? Est-ce que tu as fait des SCI? Est-ce que tu as fait une holding? Comment tu as détenu les biens? Voilà. Alors, Qu'est-ce que tu as déjà, se faire taillader par les impôts, ça n'existe pas. Ah. Celui qui se fait taillader, c'est celui qui a fait des trucs de travers. Ok. Les impôts, c'est un organisme, moi je l'ai pratiqué, car j'ai été vérifié plusieurs fois. C'est un organisme qui te donne aussi des conseils. C'est un organisme logique, tu dois payer ton dû, basta. Maintenant, naturellement, tu peux passer outre certaines choses ou certains investissements. Alors, il y a eu la loi Périssol, il y a eu la loi Pinel, qui te donne des avantages, ou il y a des monuments historiques, etc. Mais attention, tout ça est sujet à controverse, car il peut y avoir ce que l'on appelle requalification fiscale si le projet est mal mené. Si tu ne choisis pas le bon locataire, s'il gagnait plus que prévu, ou si toi tu as danger. Les impôts, c'est très simple. La meilleure technique pour moi, c'est de se responsabiliser soi-même et d'acheter tout en nom propre. Une SCI, c'est jouable aussi, ça peut être un groupement d'amis ou familial. Tout en nom propre, ça c'est important parce qu'on n'entend pas forcément souvent. La SCI, c'est comme si on était en nom propre aussi, pratiquement, sauf qu'il y a une comptabilité un petit peu différente. Oui, si on l'a fait à l'IR. Voilà, la SCI a ceci d'avantageux, c'est qu'elle est à l'IR, on peut la passer à n'importe quel moment à l'IS, c'est-à-dire en professionnel. Voilà. Mais moi, je pense que... Tout en nom propre. Tout en nom propre. Ça, on suit la règle, on suit la loi et on va au bout. C'est ce que j'ai toujours pratiqué et ça a très bien fonctionné comme ça. L'immobilier n'est pas fait pour gagner de l'argent tout de suite. L'immobilier est fait pour gagner de l'argent plus tard. Ok. Donc tu as choisi de jouer le jeu suivant, qui est de garder en nom propre, de payer la tranche marginale d'imposition maximale, peut-être, ou justement tu as défiscalisé les travaux, tout ça. Comment tu as minimisé l'impôt? C'est aussi ça qui est important. J'ai la réponse. La manière dont tu le dis, on pourrait croire que tu as payé plein pot toute ta vie les impôts. Pas du tout. Je pense que non. Pas du tout. Déjà, j'ai eu peut-être beaucoup de chance. En 10 ans, les impôts m'ont laissé tranquille. J'ai jamais eu de vérification.
Mais c'est 10 années dans lesquelles j'étais complètement en déficit foncier. Quand on achète un appartement qui va rapporter 5 000 ou 6 000 euros par an et qu'on a 10 000 euros de travaux, on a donc 4 000 euros de déficit foncier. Hein. Ouais. Donc dans ces cas-là, on n'est pas imposable. D'autant plus que les impôts, c'est bien fait. Étant donné qu'il y a une règle qui permet d'enlever de ses propres revenus de travail 10 700 euros annuels quand on est en déficit. Ça fait qu'on paye même, en étant propriétaire, moins d'impôts que quelqu'un qui est propriétaire, qui n'est pas propriétaire. C'est quand même extraordinaire. C'est une incitation à Hein? l'investissement. C'est bien la particulier. preuve qu'il y a des règles fiscales qui sont faites dans le sens où on incite les gens à être propriétaires. C'est noir sur blanc. Ouais. Donc il faut aller. Donc c'est sûr qu'à un certain moment, si on arrête d'investir et si on n'a plus de travaux, donc de déficit foncier, on devient positif. À ce moment-là, on paye ses impôts. Ben voilà. Mais quand on paye ses impôts, c'est qu'on a l'argent pour les payer. Bien sûr. Donc ça tombe bien. Avec joie et bonheur, tu payes tes impôts. Ok. C'est quand même aussi la moindre des choses de payer ses impôts aujourd'hui. Oui. Moi qui ai été sapeur-pompier de Paris, j'étais bien payé par le contribuable qui payait les impôts. L'eau dans la rue, l'électricité, on ne paye pas l'électricité dans la rue. Les voitures, les éboueurs, la propreté, l'éclairage sur les routes, les espaces verts, etc. qui sont faits. Tout ça, c'est payé avec nos impôts également. On est d'accord. Donc sinon, on vit dans le désert. Oui, Voilà. Bon, dans le désert, il n'y a pas d'appartement à acheter et à louer. Du coup, Mais t'as du le sable. système ne fonctionne pas. Ok. Alors, il y avait une question, c'est un grand classique, on entend toujours, en général, on la pose un peu en fin d'interview, tout ça. C'est quel est le conseil que tu aimerais donner ou que tu aurais aimé avoir lorsque tu as commencé à investir l'immobilier? Là, si demain tu devais avoir un jeune de 20 ans devant nous, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Je lui conseillerais, avant de se lancer dans l'immobilier, d'apprendre de lire. Déjà, je lui conseillerais d'aller dans certains magasins, des grossistes ou même genre Castorama, Bricorama, Leroy Merlin, voir le prix des matériaux, savoir combien ça coûte. Je lui conseillerais de prendre quelques cours lui-même pour apprendre ce que c'est que du plâtre, de l'entoilage, de la peinture, de l'électricité, de la plomberie, quel type de fenêtre faut mettre. Je lui conseillerais de devenir un petit peu averti, ça prend pas beaucoup de temps. Je pense qu'en 2 mois, c'est réalisable et jouable. D'accord. Et je lui conseillerais de se lever tôt le matin pour faire tout ça. Et je lui conseillerais surtout d'avoir un métier. Pour l'accès au crédit? Pour l'accès au crédit. Ok. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est vrai que c'est un peu le sésame en France, sans CDI, pas de crédit. Alors c'est pas totalement vrai, mais quand même, c'est quand même la voie royale pour accéder au crédit. Avec un CDI, crédit facile. Sans CDI, crédit galère. Crédit peut-être. Attention, les banquiers ne sont pas obtus non plus. Hein. Mais c'est pas la même histoire. Mais c'est pas la même histoire. Avec un CDI, c'est beaucoup plus simple. Donc se former spécifiquement à l'immobilier, apprendre voilà, à lire des livres, utiliser toutes les ressources qui sont disponibles, éventuellement même aller jusqu'à s'impliquer, quoi, hein, alors que ce soit aller voir dans les magasins ou sinon peut-être même faire des chantiers lui-même, parce que toi je crois que tu avais fait... Oui, mais pas besoin de faire des choses soi-même, au moins qu'ils sachent le prix des matériaux, qu'ils voient le prix de la Qu'ils main-d'œuvre ressentent, et en qu'ils tout cas, ressentent ouais. et qu'ils fassent de l'âge vitrine auprès des agences immobilières, voir quels sont les prix par rapport au mètre carré, les quartiers, aller visiter quelques biens avant à vide pour apprendre ce que c'est qu'un studio, écouter les agents immobiliers parler et qui vont également lui être de bons conseils. Voilà. Ok. S'informer. Bon, ben, s'informer. La première chose à faire. D'accord. Ok, ça va. Et dès qu'il est prêt, qu'il se sent prêt, il va à sa banque et il lui parle du projet qu'il va faire. Il dit voilà, je suis jeune, j'ai 25 ans, je voudrais investir en bon père de famille pour me procurer une retraite dans 20 ans. Je gagne tant, qu'est-ce que je peux espérer avoir comme emprunt pour un premier investissement? Et là, il va savoir où il nage.
À partir de ce moment-là, il fonce. Ok. Il s'informe, il évalue, il fonce. Absolument. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour des différentes questions. Si tu as d'autres questions, je suis Romain à ta disposition. Ben, écoute, ce sera avec grand plaisir. Je pense voilà, on a fait un petit peu le tour des questions. Si jamais il y avait d'autres personnes qui devaient avoir des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que Bien, ce sera par un plaisir d'y l'intermédiaire de répondre. ton site, je pourrais peut-être y répondre Ouais, si tu veux. Si sur, je peux sur Facebook. t'aider à ce niveau-là, ce sera D'accord. avec grand plaisir. Ok, ben, écoutez, voilà, j'espère que cet entretien avec Gilles Grimm vous a permis d'en apprendre un peu plus et surtout d'en apprendre un peu plus sur comment arriver à un résultat hors norme. On peut le voir en échangeant un petit peu avec Gilles, c'est une manière d'investir qui est particulière. C'est quelqu'un d'hors norme, il a fait quelque chose d'hors norme. Après, à vous de vous faire votre avis et de voir si vous voulez suivre, on va dire, un chemin comparable, quoi. C'est faisable. Ouais, c'est faisable encore aujourd'hui. C'est faisable et pas d'une manière très difficile. Il suffit simplement d'une chose, c'est de le vouloir. C'est tout. Ok. Bon, ben, on va se quitter là-dessus, alors sur le fait de le vouloir pour pouvoir la réussir. Allez, bye bye. The sun lays so brightly